Merci beaucoup d'être venus si nombreux pour cette séance de lecture croisée. Nous sommes très heureux de vous accueillir dans ces beaux cadres d'Award qui est en fait ces centres qui nous permet justement de communier avec l'art et avec les artistes et tous ceux-là qui interviennent dans le secteur de l'art. Donc aujourd'hui, il sera question justement de découvrir deux textes mais également deux auteurs qui sont différents mais en même temps qui se croisent sur un certain nombre des choses. Et donc on aura cette belle pièce qui a été écrite par Tata Long et Béatitude, Bate Kimboka, et puis on va avoir une autre lecture en rapport avec Actu Poésie. Et donc pour commencer, donc ce sera un petit programme, d'une heure et demie. On va essayer de rester dans le temps. Pour le programme, nous aurons d'abord la présentation des deux auteurs, mais aussi de leurs œuvres. Ensuite, nous allons passer aux recensions. À part les recensions, on fait les lectures. Et nous allons vous donner la parole pour justement poser vos questions et avoir les réponses de nos deux amis auteurs qui sont avec nous. Alors, pour commencer ces programmes, Jésus a amené ses disciples, mais également un certain nombre de personnes qui les suivaient sur la montagne. Il a prononcé un sermon qui est resté également historique. Ça s'appelle les Béatitudes. Aujourd'hui, on ne parle pas de ces sermons, on va parler d'Hervé. Tata Longi, Béatitudes, sous vos applaudissements s'il vous plaît. Quand on dit Tata Longi, il y a une part de mystère, il y a une part de, on va dire, un peu de spiritualité. Qui es-tu, Hervé? Bien. Un humain, forcément. Je suis un humain, mais je crois que je suis ici parce que j'ai écrit et j'écris de temps en temps. Et j'écris de la littérature. Ça veut dire surtout que j'ai des choses à dire. Donc je suis un humain qui a des choses à dire. Écrivain de la République démocratique du Congo, vous êtes également avocat. Est-ce qu'on peut dire que votre travail d'avocat, votre fonction d'avocat a eu un impact sur votre plume? En réalité, c'est ma vocation d'écrivain qui m'a conduit au barreau. Parce qu'elle est venue beaucoup plus tôt. Et je pense que j'ai légèrement hésité au moment de m'inscrire à l'université entre la faculté des lettres et celle de droit. Mais au final, j'ai choisi la faculté de droit parce que j'avais beaucoup plus de modèles dans ce domaine-là que dans l'autre. La plupart des écrivains que je connaissais, soit ils étaient vraiment morts, soit à l'époque, je pensais qu'ils étaient morts. Donc là, par exemple, je pensais que Moudim était déjà décédé en 98 lorsque je m'inscrivais à l'université, alors qu'il est encore vivant aujourd'hui. Donc j'avais pas de modèle dans le domaine de la littérature. C'est la raison pour laquelle j'ai plutôt penché pour le droit, pour lequel j'ai aussi une passion et une vocation. Mais je pense que ça procède en fait de la même racine, qui est une racine faite de parole et en fait plutôt de prise de parole. Parce que la parole, tout le monde l'a, mais je pense que le positionnement de l'avocat et de l'écrivain, c'est le fait que les deux font profession de prise de parole. Né en 1979, depuis 14 avocat depuis 14 ans, connu pour ses franches prises de position en matière sociale et politique, initiateur d'un spectacle de concert, les concerts des mots, d'ailleurs qu'on a l'habitude d'avoir ici, et qui mêle poésie déclamée, slam, dramaturgie, musique, et il est également très actif sur la scène littéraire quinoise. Et à côté de lui, un autre Longi. On m'a dit que Longi en Kikongo voulait également dire enseignant. Un autre Longi qui, lui, s'appelait Pat le Gourou, qui s'est fait remarquer, que moi, personnellement, j'ai découvert sur Internet avec ses chroniques un peu punchy, avec des mots parfois qui font mal et qui font peur, mais avec le même plaisir et une rigueur dans l'écriture que vous allez découvrir avec ces textes. Et aujourd'hui, Pat les gourous, entre les Longi et les gourous, il n'y a qu'un pas, donc je vais me retourner à ma droite pour justement vous demander d'applaudir Pat les gourous qui est avec nous.
Alors, dans sa présentation, il n'est pas écrivain, il n'est pas un poète. Le gourou n'est pas un homme des lettres, il est les lettres. C'est pas assez prétentieux, ça? Non, c'est pas prétentieux, c'est ce que je suis. Ça veut dire? Eh bien que les lettres, je ne les cherche pas. Je crois que elles sont en moi. Pour bien écrire, j'ai essayé de faire corps avec. Alors depuis, je ne trouve plus de ligne de démarcation entre moi et les lettres. Également avocat? Je suis avocat au barreau de Kinshasa, en effet. Et votre écriture est également, a également été impactée par votre façon, votre travail de chaque jour? Bon, personnellement, j'ai pas hésité lorsque j'allais en droit. Je suis allé à l'université pour faire essentiellement le droit. Parce que, comme j'ai dit, j'avais pas le temps d'hésiter avec les lettres parce que je pense que je suis dedans. Quand vous êtes dedans, c'est-à-dire que les lettres viennent à vous comme une seconde nature? Seconde nature, ce serait éloigner les lettres de moi. C'est pas une seconde nature, c'est votre nature. Alors, ça promet déjà, on a en face de nous un Longhi et un gourou. On aura une belle heure de discussion. Avant de commencer avec les recensions, non, c'est les gourous. C'est les gourous. C'est les gourous ne vont pas sourire. Avant de commencer avec les recensions, j'ai bien aimé votre pièce, Tata Longhi Béatitude. La pièce commence avec des mots forts, très très forts. On a par exemple, c'est l'histoire en fait de quelqu'un qui a travaillé longtemps dans ce qu'on peut considérer comme notre SNCC, donc les chemins de fer, et qui a un problème parce que justement il a vu s'écrouler tout. Il a vu s'écrouler la société, il s'est retrouvé avec une société qui est quasiment détruite, et une gare et un train. Un train, et vous le dites très bien dans votre pièce, vous dites que cette personne, selon que l'on regarde le fou à moitié plein ou le fou à moitié vide, qu'est-ce que vous voulez raconter dans cet ouvrage? Qu'est-ce que tu veux nous dire? Ce que je veux dire, c'est que nous sommes... En fait, c'est une histoire. Je veux raconter une histoire, forcément, c'est pour ça que j'écris. Et cette histoire, c'est une histoire d'un homme qui est un peu nous tous, parce qu'il est fou. Et moi, je pense que nous sommes tous un peu fous. Nous sommes tous un peu fous. J'ai l'habitude de dire que l'homme normal n'existe pas. Parce qu'en fait, le fou, c'est celui qui n'est pas normal. Et l'homme normal n'existe pas. L'homme normal, c'est une fiction statistique. En fait, quand on nous dit normalement, le Congolais boit 2 litres d'eau par jour. En fait, ça veut dire qu'on a pris des Congolais qui boivent 10 litres, il y en a qui boivent 8, il y en a qui boivent 1 seul litre. On a fait la sommation, on a fait la moyenne, et on a trouvé le Congolais qui boit 2 litres. En fait, ce Congolais n'existe pas du tout. C'est un homme moyen. L'homme normal, c'est un homme moyen. Et l'homme moyen n'existe pas. Or, nous tous n'étant pas, au moins pour quelque chose, nous ne sommes pas dans la moyenne. Nous sommes tous quelque part sur un chapitre de notre personnalité, nous sommes des fous. Il y a forcément quelque chose sur lequel nous sommes fous. J'ai été très marqué quand j'étais plus jeune par la lecture d'un ouvrage que je viens de racheter parce que je l'ai toujours cherché, j'ai beaucoup aimé. C'est Les fous qui nous gouvernent. Et en fait, on décrit les présidents, certains dirigeants du monde, et on démontre qu'en fait, chacun avait sa petite folie. Il y a Reagan, par exemple, qui recevait parfois ses collaborateurs assis sur la cuve de sa toilette en train de chier. C'est un comportement de fou. Alors, mais à bien regarder tous ces comportements de fou, on se rend compte, en s'examinant sans complaisance, que nous-mêmes, nous avons chacun nos propres comportements de fou. Nous sommes tous fous. Et justement, la folie, cette folie confrontée à une réalité qui peut être difficile, qui est notre réalité, c'est un peu cette histoire-là. C'est une réalité qui rend fou, mais c'est aussi parce que dans tous les cas, nous sommes tous plus ou moins fous.
Alors ça dépend de quel côté on regarde. C'est comme ça que j'emploie cette formule de fou à moitié vide ou de fou à moitié plein. Parce que selon que l'on regarde tel ou tel compartiment, nous sommes tous un peu fous. En lisant ces livres, certains lecteurs m'ont dit « Oui, mais ce gars, il est vraiment malade, c'est un fou. » Mais il y en a d'autres qui m'ont dit « Non, mais moi, je suis un peu déçu. Il n'est pas si fou que ça. » Oui, mais justement, parce que nous sommes tous comme ça, un peu fous et pas fous. La même chose avec Pat Legoro, puisque le thème de la folie, on retrouve aussi beaucoup dans son recueil. On voit que c'est quelqu'un qui s'intéresse à l'actualité, non seulement politique, on voit un peu de sécurité, un peu de sport aussi. Mais là où vous vous retrouvez à un moment donné, c'est quand Pat dit, je crois même c'est la première, le premier texte, « Ma poésie est pour le Congo, Fachi est le président du Congo, peu importe les tendances, je salue enfin l'alternance. » Un peu plus loin, dans un autre texte, « Tu as raison à propos des résultats, tu parles de Fayulu, n'en déplaise à Mampata, épouse d'Ngiama Makanda, décupite le fameux candidat. » Un peu plus loin, tu ajoutes, en parlant justement d'un autre, qui est également candidat, c'est Shadari. Et là, tu as été un peu plus quinois dans les textes. Il nous pense fou dans un asile, Tunaku Tundeko Basile, Soki Mutu, Afingi Mama Nayo, Yope Pimelaye Vote Nayo. Vous êtes un écrivain engagé? Non, moi je ne suis pas un écrivain engagé. On peut trouver de l'engagement dans certains de mes écrits, mais je ne suis pas un écrivain engagé. Pas du tout. Qu'est-ce qui traîne votre plume? Qu'est-ce qui vous pousse à écrire? Après, j'ai dit tout à l'heure que ce qui me pousse à écrire, c'est que moi je me dis que les lettres, je les ai. Quand on a les lettres, c'est normal qu'on fasse des phrases. Alors, c'est naturel, on doit écrire puisque les lettres, on les a. C'est aussi simple que ça, avec moi. Vous avez publié, en fait, ces recueils, c'est de janvier à décembre de l'année passée. Et vous avez suivi particulièrement l'actualité. Est-ce qu'il y a certaines actualités qui vous ont vraiment marqué, ou bien c'est une thématique qui vous a vraiment choqué pour vous pousser à écrire? Bien, il n'y a pas forcément une actualité qui me marque, mais je dois avouer que quelquefois, et même presque tout le temps, ça dépend aussi de comment l'actualité est accueillie par ceux qui la suivent. Si c'est une actualité qui n'est actuelle que parce que l'événement se passe, je ne la trouve pas accrocheur. Dans ce cas, je passe, mais le gourou, il écrit tous les jours. Tous les jours, j'ai vu dans l'un de vos textes, notamment vous parlez des léopards, et vous êtes... On a l'impression que ça... Les buts qui se rentrent dans l'équipe de léopards, ça vous fait mal là. Je suis congolais, ça c'est le côté patriotique, c'est normal. Même si quelquefois on a envie de dire qu'on a marre du pays, mais lorsqu'on encaisse un but et que ça fait mal, c'est juste un souvenir, on se souvient qu'on appartient à ce pays. En fait, c'est cette guerre entre le problème Congo, le rêve Congo, l'avenir du Congo, on le retrouve dans les deux ouvrages. Et vous avez aussi cette possibilité d'entrer et dans les lingala et dans le français. C'est d'ailleurs ce qu'on va voir dans les premières recensions qu'on va avoir. Et pour ces premières recensions, je vais appeler, on va commencer par la pièce de Tata Longi, Bate Kimboka. Là, je monte. Oui. Là? Oui. Bonsoir. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Recension Bate Kimboka. Que retenir de la lecture d'une œuvre comme Bate Kimboka? Bien des mots en somme. Œuvre géniale, ouvrage magnifique et bien d'autres mots et qualificatifs superlatifs à enchaîner. Mais en ce qui me concerne, cette lecture me plonge personnellement dans un monde de métal et de rêve. Un monde
où la douceur rencontre les armes et la colère rencontre les pleurs. Un monde où la rue se moque de l'armure, de démence d'un fond que rien n'y parle. Ni les humains en bruit de masse, ni la mère dévoreuse des liens maternels. Rêveur de métal et de guerriers de rue, le fou n'est pas loin du politique qui veut son pouvoir pour lui et finit par le pleurer, par pleurer son fils. Le loup dans la bergerie. Il complote l'illusion du bien pour arracher la vie au seul juste qui veut simplement retrouver la gloire du passé, la gloire de son train passé, la gloire de sa vie. Une gloire oubliée au fond d'une gare pétrifiée par le temps et la routine. En effet, il est question d'une pièce quasi lugubre, des réalités administratives illustrées par l'image d'une gare défectueuse, analogie relativement kafkaïenne de la conception globale qui sert, entre autres, de point de départ à cette magnifique pièce. Le conflit étant flagrant, l'intrigue, quant à elle, ne se laisse pas dénicher. D'emblée, elle accompagne les lecteurs spectateurs jusqu'à la fin de son parcours pour enfin lui laisser comme un goût d'ambivalence sur les lèvres. Le mérite de cette pièce, si je puis le dire, c'est l'exergue de l'humanité, tel un bourgeon de fleurs germant sous l'effet de la photosynthèse de l'humus. Puisque parfois, il convient, dans les ténèbres, quand la nuit noire bat son plein, tout ce qu'il faut espérer, c'est que l'aube jaillisse à nouveau dans le ciel. Voilà pourquoi j'invite chacun de nous à découvrir ce ciel nouveau. Merci. Djodji Belao, qui est également président de la GECO. Merci beaucoup, merci infiniment. On va passer au deuxième texte avec Marco Bamenga. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît. En fait, je prends ces applaudissements pour moi et pour Marco, une fois de plus, les applaudissements. Recension de Actu Poésie de l'auteur Patrick Bourreau. Bien avant et longtemps circulé sur la toile et provoqué toutes sortes d'émotions chez les lecteurs, les textes d'Actu Poésie, ou mieux l'actualité dans la poésie, sont rassemblés dans la peau d'un livre. Actu Poésie, l'info dans la rime. Actu Poésie est une histoire qui raconte le Congo. Un Congo à multiples facettes. Le Congo tel un patient à la santé moins stable. Le Congo qui va mal aujourd'hui, qui se soigne demain et qui réchute. Le Congo qui ne guérit pas. Un Congo conscient de sa maladie mais qui ne semble pas vouloir guérir. Un Congo qui voudrait guérir mais qui ne sait à quel médecin se fier. Un Congo où les personnages dans la population que ses dirigeants jouent gros et qui semblent se perpétuer dans l'inconscience. Actu Poésie nous raconte ce Congo-là, le Congo de tous les jours, le Congo de l'année 2019 particulièrement. 2019 nous a offert un théâtre incroyable, des folles histoires. 2019, c'est aussi cette année qui a vu le pays vivre une alternance issue des élections présidentielles. De janvier à décembre, les textes de Actu Poésie, on le lit comme on plonge les yeux dans cet album contenant des images de nous et de nos proches. Ces photos qui retracent un parcours, ces photos qui ramènent le passé au présent. Actu Poésie, on le lit et on revit le fait qui ont marqué notre société, le fait qui marque notre société, des plus subtils aux plus remarquables. Et l'auteur a réussi à nous les raconter sous forme de poésie, genre qu'il chérit mordicus. Poésie, oui, mais pas n'importe laquelle, précisons-le, celle faite des pieds égaux, d'une structure de la rime bien déterminée, sans omettre bien évidemment le poétique. Si aucun atteste que la poésie est un genre difficile,
Si, en plus de cette complexité, d'autres parlent d'une poésie classique qui bloquerait l'inspiration, qui condamnerait à l'usage abusif de la rime, et dans des cas plus extrêmes, que la rime n'aurait rien à voir avec la poésie, Pat le Gourou s'en sort bien. Sa plume, peinte de beauté et de génie, semble nager sans crainte de se noyer au genre qu'il pratique. Une habileté qui pousse à contredire les arguments de ses détracteurs. Actu Poésie va dans ce sens. Il serait maladroit de signer que tous les textes du livre sont réussis. Non. Faire une actualité dans le contexte congolais, la relayer avec parfois des termes propres et un langage particulier d'une part, et rendre le texte un peu plus compréhensible et accessible à n'importe quel lecteur, initié ou pas à la poésie d'autre part, ce sont là les quelques éléments qui peuvent porter entrave à l'essence poétique d'un texte qui se veut être poème. Loin d'une excuse, l'auteur lui-même ne cesse de répéter « Nazamuki », comme pour avouer qu'il peut se tromper et échouer dans sa démarche. Somme toute, Actu Poésie est un de ces livres réussissant à vous arracher un sourire devant un fait qui tend plutôt à énerver. Et il n'y a qu'une raison qui puisse expliquer un tel paradoxe. Parce que c'est beau. Merci. Vos applaudissements, merci beaucoup Marco. Merci infiniment. On est déjà dedans, hein. Vous sentez la profondeur même déjà dans les recensions qui sont faites. On va passer directement aux lectures. Et donc je vais appeler pour le premier Allegra et Jocelyn pour Baté Kimboka. Sous vos applaudissements s'il vous plaît. Mais ils ne sont pas encore arrivés. Les applaudissements. Allez, pour Allegra. Jocelyn, vous allez nous faire répondre, hein? Ça va aller avec. C'est le pasteur. Plus il y en a, plus il y a la misère. Je suis sûr qu'ils énervent Dieu avec leur simagrée. Et que lui nous punit de les écouter. On va me dire, laisse les oins des dieux tranquilles. On va me jeter des sortilèges pour la Kelanga Mabé. Parce que je dis ce que je pense de ces charlatans. On va me traiter de sorcier. Je ne suis pas un sorcier, mais j'aurais adoré l'être. Pour jeter des sortilèges pimentés, des mbassous bien assaisonnés au général Mfumunkoye Lombe, ce vrai sorcier qui prend la cité en otage. Moi, aucun sortilège ne m'effraie. Disons-nous la vérité. J'ai perdu la raison. Qu'est-ce qui peut bien m'arriver de pire? J'ai perdu ma femme, Simba. Et toi, tu as arrêté d'aller et de venir. Qu'est-ce qui peut bien m'arriver de pire? Je suis fou. Mais à moitié, j'insiste. C'est très important. Dans ce pays, on n'a pas le sens de la précision. On me traite de fou sans préciser à quelle hauteur se situe ma démence. Moitié. Voilà, je suis à moitié fou. Ou je ne suis qu'à moitié fou. Selon que l'on regarde le fou à moitié plein ou le fou à moitié vide. Le plus important quand on est fou, c'est de le savoir. Et surtout de savoir la quantité de dinguerie dont on est dingue. Moi, c'est 50%. J'ai une moitié de lucidité. Or, n'est pas fou celui qui sait qu'il est. On n'est pas fou de la folie que l'on reconnaît. On est fou de la raison que l'on croit posséder. La folie est notre partage à nous autres, humains. Dès que nous avons cessé de vivre comme des animaux, refusant de nous laisser conduire par les instincts et les pulsions, dès que nous avons arrêté de nous soumettre à la dictée de la nature,
nous avons inauguré notre folie. Notre cerveau nous a joué des tours. Il a fabriqué de la folie avec la raison qui est sortie de lui-même. Nous l'avons appelée civilisation. Elle a commencé par nous sauver la vie. Nous étions faibles, l'espèce humaine, vulnérable colonie consciente face à la machine destructrice de la nature. Notre folie nous a sauvés. Et aujourd'hui, nous sommes devenus un dangereux virus pour la nature et pour nous-mêmes. On ne sait jamais lequel à l'avance. Parce que la folie nous finit toujours dans un trou. On ne sait jamais lequel à l'avance. Moi, je m'en fous duquel. Je prends ma vie comme elle est venue, avec ses intentions de départ, de me blesser à mort. Et moi, je me fourre tout entier dedans. Je l'occupe à trier entre mes instants de lucidité et le reste composé de toutes mes lubies. Quand elle aura fini, il sera trop tard. Je serai déjà mort, mais j'aurai vécu ma digne vie de fou. Mes compatriotes, ceux qui se promènent armés de certitude, de posséder toutes leurs raisons, ignorant leur propre démence, m'ont surnommé Liboma, le fou. Alors que mon nom est vous, espoir. L'espoir s'est envolé, transformé en folie. Ils ne savent pas regarder en face leur propre folie. Tout ça, c'est toi. Le train qui ne part plus jamais nulle part. On me traite de fou. Parce que je crois encore en toi. En ce morceau de train. En cette gare. Je veux partir. Je veux partir. Sortir de cette cité fantomatique. Ta cité. Pourquoi tu veux partir? Tu n'es pas bien ici? Tu es encore jeune. Hein? Vous, au moins, vous avez l'occasion de voir la prospérité. Revenir dans ce pays. Hein? Tu vas partir où? Je veux partir à la cité des Lumières. Papa, la prospérité ne reviendra pas. Il n'y a plus que toi et ta folie pour y croire encore. Personne n'attend plus que ce morceau de train qui te sert de compagnon des mains. Tu es resté seul dans ta gare. Tu es resté seul dans ta tête. Tu es resté seul dans ton rêve. Moi, mon rêve, il est ailleurs. Dans l'aventure, dans l'inconnu, pas dans cette ville figée depuis 10 ans. Cette ville est sclérosée, frigorifiée. Les rêves ici sont des coucous qui sortent de leur boîte pour y rentrer. Ils ne vont jamais plus loin que des espoirs de nouvelles lunes. Vos mines. Ce n'est pas mon rêve. Et d'ailleurs, le vôtre est condamné. Tu espères que les mines se réveillent du jour au lendemain? Les mines sont épuisées. Tout ici est épuisé. Quel avenir ai-je ici? Quelle perspective? J'ai l'âge de tous les rêves. Ici mes rêves sont condamnés à perpétuité, à ne pas voler haut. Ce sont des poules, et elles ne savent pas voler. Des poules mouillées, mes rêves d'ici. Des poules mouillées qui se contentent de cafards. Je veux les emmener là où ils pourront déployer leurs ailes. Je veux qu'ils volent, mes rêves. Qu'au besoin qu'ils se perdent, qu'ils perdent des plumes, qu'ils se cassent le bec, qu'ils rencontrent le tonnerre dans le ciel, qu'ils en soient électrocutés. Mais je veux qu'ils volent. Je te parle, papa, de mes rêves. Toi, tu n'en as pas de rêve. Ton espérance est le rembobinage. Tu veux revenir au passé, mais tu l'as embelli, ton passé. Tu oublies qu'au passé, tu étais nourri et blanchi, mais prisonnier. Prisonnier.
ces mines et de leurs exploitations. Moi, j'ai d'autres rêves. Je ne veux pas d'une vie à rêver, de me caser dans un de ces postes de fonctionnaires qui mettent à l'abri ou me caser dans un bon mariage. Je veux d'une vie sous le soleil, le vent et la pluie, à construire des abris. Ma fille, notre vie te déplaît donc tant. Tu veux nous quitter, ta soeur et moi? Regarde, elle est toute petite. Elle a besoin que tu sois sa guide. Je n'ai plus la force de l'élever. Tu ne nous aimes plus. Et puis, comment peux-tu perdre la foi? Parce que tu m'as élevé. Papa, ne me parle pas de te quitter, s'il te plaît. Toi, tu nous as quittés en même temps que maman. Tu es l'ombre d'un père. Tu t'inquiètes aujourd'hui que je te quitte? Ou c'est ma sœur qui t'inquiète? Rassure-toi, papa, hein? Elle se débrouillera bien, comme je l'ai fait. Je lui ai appris à ne pas compter sur toi, comme tu me l'as appris toi-même. Je lui ai dit que son père se cache derrière sa folie pour ne pas faire face à ses responsabilités. Je lui ai appris que tu préférerais un tas de ferraille, là, un morceau de train, une vieille gare abandonnée à ta propre famille. Je lui ai appris tout cela, et elle le sait. Elle ne te demandera rien, et je reviendrai vite pour la chercher. Je l'aime, plus que tout le monde. Je veux partir pour elle. L'horizon n'a plus de couleur pour nous. Je veux partir et revenir la chercher. Une vie nouvelle. Je t'aime aussi, mais c'est un amour qui ne s'est pas rempli d'attention. Un amour transparent. Ici ou ailleurs, qu'est-ce qui changera? Tu ne me regardes même pas. Je viendrai chercher ma sœur. À mon âge, elle ne sera plus dans cette ville morbide, cette prison à ciel ouvert où nos rêves nous retombent sur la tête comme des oiseaux fauchés par les tirs des chasseurs. Aujourd'hui, pour moi, le bonheur est ailleurs. Loin d'ici, loin de ta bouteille de whisky. Je suis jeune, papa. J'ai trop de talent pour mourir dans ce trou. Je n'ai pas encore l'âge de la foi. J'ai l'âge des rêves et de l'action. Ceux qui sont partis, sais-tu s'ils sont heureux? Sais-tu s'ils ne souffrent pas le martyre loin de leur terre? Tu es encore une enfant. On croit toujours que c'est mieux ailleurs. Non, on se trompe. Ton bonheur est ici. Je suis une enfant. Je veux la bénédiction de mon papa. Je suis une enfant. Je veux avoir une chance de grandir et de voir ses rêves s'accomplir. Je suis une enfant, oui, qui ne veut pas s'enterrer vivante. Quel père laisserait sa fille partir si jeune? Sans le pont, sans le train, les vedettes sont trop chères, les laissez-passer distribués avec parcimonie, des dizaines de jeunes de la cité ont traversé les bacs. Des dizaines de jeunes sont morts en essayant de traverser sur ces bacs la nuit pour échapper aux douaniers de l'autre rive, à la merci des passeurs, sous ces voyous qui les abandonnent parfois les soirs des mauvais temps. Oh, c'est trop dangereux. Je ne te laisserai pas prendre ce risque. Vivre dans ce pays est un risque pour ma santé mentale. Ne pas savoir de quoi sera fait son avenir est un risque. Je veux traverser, Père, et je n'en mourrai pas. Dieu me protégera. Y a-t-il un risque plus grand que de mourir à petit feu dans une vie sans horizon? La recherche du bonheur est un droit. Quel avenir ai-je dans cette cité? En vous regardant, vous croisez les bras en attendant un miracle pour que tout retape de la main. Je suis fatiguée de vivre dans tes souvenirs de l'âge d'or. Je suis fatiguée. Je suis fatiguée de vivre dans tes espoirs d'Eldorado. Papa, ce rêve que tu attends assis dans ta gare en sirotant ta bouteille de whisky est un
crachant et en crachant des serments sur la folie. Je n'en peux plus. Je veux partir, je veux partir. Découvrir, tenter, risquer, vivre. Je veux vivre, pas survivre à ta cité. À ma défunte mère et même à toi, le mort vivant. Tu ne partiras pas. Tu ne partiras pas. Je ne laisserai pas ma fille aller à l'inconnu. Maman, tu resteras ici. Tu construiras ton bonheur ici. Les rêves d'ailleurs sont une illusion qui brille, mais ils ont brillé plus d'elle que tu ne crois. Tu ne partiras pas. J'ai décidé. Allegra et Jocelyn, vous n'avez que ça en stock comme applaudissement. Des étoiles, le rêve, les chaos, l'amour, le rapport entre le père et la fille, l'avenir, tout ça, c'est vraiment le Congo résumé en peu de mots dans ce texte si profond. J'avais l'habitude de lire déjà les précédentes œuvres de Tata Longi et pour cette œuvre, j'étais particulièrement touché. Et c'est quelque chose que je garde dans ma bibliothèque déjà au bureau pour dire que c'est quelque chose d'assez précieux et d'assez profond qu'on garde avec soi. Il s'est vendu ici juste à côté, c'est à 8000 francs. Moins de $5, il me semble. Moins de $5. J'étais également heureux de découvrir une autre façon d'écrire, tout aussi engagé, tout aussi fort, tout aussi rigoureux dans la façon d'écrire. On aime tous la poésie, mais il y a quelqu'un qui nous a fait, en tout cas par rapport à cette œuvre, l'actu poésie, l'info dans la rime, la rigueur dans la rime, c'était très 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 intéressant. Ce texte, vous allez également le découvrir avec ces extraits qu'on a choisis, avec cette lecture que va nous faire Marco et Florence, sous vos applaudissements s'il vous plaît. Alors moi j'aime beaucoup les applaudissements parce que quand vous applaudissez, c'est comme si je reçois aussi. Vous pouvez prendre ça aussi, je vous en prie. Ça va arriver. À quelques jours de l'arrivée de la défunte corps d'Étienne Tshisekedi, il y a eu des spéculations selon lesquelles il serait élu héros national. Le texte qui va suivre s'intitule « Le procès d'Étienne », une voix qui s'insurge contre cette nomination et l'autre qui est celle d'Étienne qui va se défendre. Le procès d'Étienne. Les procès d'Étienne. À l'annonce de ton retour, ils ont souvenir en recours, et dans leurs pensées, ils récoltent le martyre de la Pentecôte. Étienne, réveille-toi. Étienne, on t'accuse. Ils demandent, héros tué, puisque ces gens tu as tués, car ministre de l'Intérieur, leur mort, c'est toi l'instigateur. Étienne, réveille-toi. Étienne, on t'accuse. Ils disent cela en toile de fond et disent que Dieu te confond. Ton corps au stade de martyr sonnerait comme un repentir. Étienne, réveille-toi. Étienne, on t'accuse. Ils disent tu n'es pas héros. Ton combat résultat zéro. Ils te comparent à Lumumba. C'est tout en cursus qu'on abat. Étienne, réveille-toi. Étienne, on t'accuse. Ton parcours serait imparfait, ainsi leur argument s'est fait. Sur quoi se base ton mérite? Sa seule pensée les irrite. Étienne, on t'accuse. Étienne, que réponds-tu? Les dires me sont parvenus de ces assertions saugrenues. Dans la mort, voilà je m'enfonce, je plaide. Voici ma défense. À vous tous, vous qui me jugez, est-il héros sans défaut? Penser contraire serait faux.
Le plus grand de tous, le Christ, fouetta au temple et rendit triste. À vous tous, vous qui me jugez, Lumumba, héros national, ses actes sont dans les annales. Il plongea le Kasaï en guerre, cette histoire est des naguères. À vous tous, vous qui me jugez, Ali ignora le drapeau, crime qui mit son titre au repos. Moïse tua Égyptien, agit-il de ce fait en bien? À vous tous, vous qui me jugez, on dit de Kabila le père qu'il coupa des mains et fit peur. Lui, pourtant libérateur, plongea certains dans la torpeur. Pareils exemples sont légion, même s'ils ont causé lésion. Ces hommes ont sonné des départs. Chacun d'eux est un être à part. À vous tous, vous qui me jugez, le héros n'est pas sans défaut, et ses qualités loin s'en faux. Ne peuvent effacer ses erreurs, ni même en réduire tes leurs. Par-dessus tout, je suis humain, et les fautes sur le chemin ne sont pas de moi l'apanage, je ne vise aucun empênage. À vous tous, vous qui me jugez, ma demande, partir en paix, de repos, donnez-moi un peu. Plusieurs années j'ai combattu, enfin la vie m'a abattu. Étienne, avant la sentence, au peuple la cour rappelle le prix qu'on accorde aux soldats et l'honneur lié au combat. Des bavures il peut y avoir si greffé n'est pas un devoir. 13 raisons d'être triste. 13 raisons d'être triste. Il y a 3 ans, elle n'avait que 10 ans. Ils ont voulu faire d'elle une adulte, mais aujourd'hui, face à cette insulte, la pauvre n'a que ses larmes d'enfant. Il y a 3 ans, elle n'avait que 10 ans. Les lèvres n'étaient encore que fillettes, qui, sans doute, faisaient rêver ses parents. Les voilà dans un tourment de tristesse. Une adulte est faite pour un seul homme, la petite en a reçu 9 tragédies. Oui, c'est ainsi qu'on les nomme, désormais son corps ne sera plus neuf. Ma pauvre feuille que mouille mes larmes se déchire un peu comme son humaine. Soldat de lettres, stylo est mon arme. Comment écrit-on barbarie humaine? Il y a 3 ans, elle n'avait que 10 ans. À quelques années de la maternelle, serait-ce plus fort être médisant en soutenant peine correctionnelle? La voix qui murmure dans mon oreille n'est pas celle de la petite fille. Non, j'entends ces garçons tels des abeilles qui bourdonnent en lui lançant des défis. Je vois la meute dévorant sa proie sur l'ensemble de nos réseaux sociaux. Elle crie, elle pleure et vomit. Pourquoi lui imposer ces fardeaux? Il y a 3 ans, elle n'avait que 10 ans. Les promesses d'avenir lui souriaient. Hélas, le présent s'est fait menaçant du bon lendemain qu'elle enviait. Il y a 3 ans, elle n'avait que 10 ans. À la musique du viol, la volant en piste. Il y a 3 ans, elle n'avait que 10 ans. Là, elle a 13 raisons d'être triste. Le chef a parlé. Le chef a parlé. Comme une hirondelle attend le printemps, j'ai attendu ton adresse au président. T'entendre nous appeler frères et sœurs est une caresse qui détend mon cœur. Tes mots dans mes oreilles sont rappel de vœux au plus profond de moi j'appelle. Paix et changement des mentalités, moins de stress et responsabilité. Tous me parlent un langage que je connais quand mes espoirs défilent sous mon nez depuis bientôt plusieurs années déjà, puisque nos dirigeants sont des najas. Félix, ma tristesse me fait ombrage, mon désespoir me retient en otage. Ta présentation m'a paru très belle, mais le pays a fait de moi rebelle. Tu rêves d'un Congo fait d'un seul camp. Je veux un Congo où les dirigeants sont du peuple la plus belle grandeur. Sauras-tu m'apporter cette candeur? Ton élection, il faut que tu le saches, n'est pas diable la victoire du cash. Ton père nous disait le peuple d'abord. C'est pour cela qu'avec toi nous sommes d'accord. Que tu t'en souviennes, je m'en réjouis. Mais c'était hier et nous sommes aujourd'hui. Écoute, mon être en déconfiture attend beaucoup de toi dans le futur. Certes,
Et son jour ne sont que briefing, comme tous les messages d'un meeting. Mais il laisse entrevoir ta volonté de marcher dans la même volonté. Fachi, tu rêves d'un Congo meilleur, alors que ton sommeil t'emporte ailleurs. Là où les fonctionnaires étant payés, là où tous nos espoirs sont balayés, là où l'enseignement est vraiment gratuit, là où nous ne serons pas éconduits. Et à ton réveil, nous serons tous là, pourvu que de toi, nous ne soyons pas là. Merci. Il n'est pas écrivain, il n'est pas poète, il est cette force qui fait écrire. Pat Legourou, s'il vous plaît. Moi personnellement, j'ai découvert... parfois, quand on regarde les écrits sur Facebook, on se dit, bah, encore un qui écrit. Parfois, quand on voit quelqu'un parler, on se dit, bah... Mais là, on a un texte, 300 pages, mais c'est un texte fort qui résume, en fait, notre année, l'année par rapport à l'actualité, par rapport à notre histoire, par rapport à notre mémoire. Quand vous avez terminé, vous avez signé aujourd'hui, quand vous lisez, c'est là, pour 2019, aujourd'hui on est en 2020. En lisant, en vous rélisant aujourd'hui, qu'est-ce que vous retenez de l'année 2019? Merci. Il est difficile de retenir particulièrement quelque chose, sinon on risquerait de penser qu'il y a eu un événement en termes d'intensité supérieur à un autre. Chacun des événements, chacune des actualités a marqué son temps. De 2019, ce que l'on peut retenir, si l'on veut vraiment retenir quelque chose, ça va être cette alternance-là qu'on avait tous souhaité. C'est pour ça que dans les lectures de tout à l'heure, j'ai préféré qu'on souligne justement des aspects tant de Étienne que de Félix, dans les différents espoirs que l'un et l'autre ont pu justement nous donner, et dans les différents désespoirs aussi, parce qu'ils sont humains. On peut dire que 2019, comme je vais me répéter, sera plutôt marqué par l'alternance que par autre chose. Le Congo que vous avez peint également dans votre pièce, je me retourne vers Tête à longue béatitude, c'est un Congo où on a, mais vraiment, on a les chocs entre le rêve, on l'a dit tantôt, et cette folie, la folie que nous avons, que nous vivons nous tous, mais aussi beaucoup d'espoir, mais de l'espoir bâti entre guillemets sur rien. Quand vous écrivez une pièce comme ça, on vous sait également très poétique. Est-ce que, comme vous l'avez dit dans l'un de versets, je vais les dire comme ça, est-ce que ça vous rend plutôt sage ou philosophe? Bon, moi j'ai la prétention que je suis un peu philosophe. Ça fait partie des quelques prétentions que j'ai. Parce que j'aime bien regarder les choses qui sont derrière les choses. Et effectivement, je décris le Congo certainement parce que le Congo c'est le local d'où je pars. Mais l'autre prétention c'est peut-être de chercher l'homme, l'humain. La bataille entre le rêve et la froide réalité, c'est quelque chose de profondément humain. À vrai dire, c'est l'enjeu de toutes les vies. Parce qu'on passe toujours du rêve à une réalité un peu plus terre à terre. Et au niveau des nations, c'est clairement exacerbé par des pays comme le nôtre, où justement les choses les plus banales, les plus évidentes, sont de l'ordre du rêve. On va dire qu'un gars qui a fini des études, il rêve d'avoir un travail, alors que ça devait être juste un projet. Alors forcément, cette confrontation, ça peut rendre philosophe. Et d'ailleurs, j'ai assisté à une qu'est-ce que je raconte? Voilà. En fait, dans un projet d'écriture que j'ai,
je suis tellement dedans que j'ai l'impression que j'ai assisté à la discussion alors que je l'écrivais. Voilà, donc il y a un des personnages qui dit oui, mais à qui, moi j'aime les Quinois parce que c'est un étranger. Il dit moi j'aime les Quinois parce que les Quinois, eux ils sont pas philosophes, ils sont pragmatiques. Mais l'autre lui répond qu'il est une Quinoise de naissance. Il dit non, mais à Kinshasa tout est philosophie. Les Quinois ils sont philosophes dans tout. Tu vois, même nos brocards, nos boutades, nos proverbes sont des condensés de philosophie. Hein? On discutait hier avec toi, tu as cité l'exemple de Motoza Kakamoto. Il y a un condensé de philosophie exceptionnel dans cette phrase. Hein? Voilà, donc il y a cette capacité de sortir du quotidien justement et de vivre d'une certaine manière le rêve qu'on appelle parfois résilience, mais qui est une forte philosophie, avec ses défauts, avec ses travers, parce que à vivre dans les airs, on oublie parfois de se battre pour changer son quotidien. Oui, je dirais oui, bien sûr, ça rend philosophique de voir le rêve se fracasser contre les roches de la réalité, bien sûr que ça rend philosophique. Deux juristes, deux écrivains, tout aussi forts dans leur écriture que dans la profondeur de leur texte, qui sont en face de nous. Dans la salle, nous avons des personnes qui ont eu la possibilité, le privilège de lire ces deux textes, mais vous avez également la possibilité d'avoir devant vous, vous avez devant vous justement ces deux auteurs, donc on vous donne l'opportunité pour ceux qui ont lu et ceux-là qui n'ont pas encore lu, de pouvoir échanger avec les deux auteurs. Et donc si vous avez une question, une réflexion par rapport à la lecture que vous avez entendue tantôt et ce que vous avez retenu par rapport à ce que vous avez lu, vous les avez les deux en face de vous, les micros vont circuler et vous vous présentez et vous posez votre question. Alors, tout au fond, ouais. Il est où le micro? On va faire simple, comme ça vous venez devant, comme vous posez votre question. Bonsoir. 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 C'est Richard Ali. Je voudrais avant tout féliciter les deux auteurs, donc, le poète et les deux sont des poètes de toute façon, Patrick et Tatalongi. Ma question, c'est une question, je me suis mis à la place du modérateur. Les questions de fond, on les aura lors du jeudi critique. Hein. Là, c'est la fête. Voilà pourquoi je commence par vous féliciter. Je suis content que finalement Patrick Legault ait souri 2 fois. C'est une question du modérateur, c'est-à-dire, voilà, je vais demander, puisqu'ils sont face à face, ces deux grands amis, voilà, qui s'aiment tant, et je voudrais donc savoir ce que pense Béatitude de la lecture du poème de Pat Legault, et c'est que Pat Legault pense de la lecture de texte de Béatitude. Voilà. Merci beaucoup. Amicalement en tout cas. Merci. Ok. Mais c'était ma dernière question. Mais comme tu l'as toujours fait comme ça, merci de l'avoir volé, merci. Je vais commencer par Patrick. Pat Legault, qu'est-ce que vous pensez, au-delà même de la présentation qui a été faite ici, de ces textes de Tatalongi Béatitude? Bien. Les silences du gourou. Bon ben, le problème c'est que Richard a fait exprès de poser la question et je trouve ça totalement déloyal. Alors, j'ai beaucoup aimé le style, surtout le style des acteurs qui ont redonné toute vie à ce texte-là. Il faut dire que dans la mesure où moi je suis dans une catégorie de textes qui demandent à vivre d'eux-mêmes, parce que la poésie est censée justement emporter pas seulement l'être, mais l'ensemble de l'être. Je suis habitué à cela, alors il est beaucoup plus difficile de lire un texte comme les textes de Béatitude
comme ce genre de texte-là, les lire et s'emporter directement, ça fait très difficile, de sorte qu'on a besoin et du texte et de l'acteur. Si les acteurs étaient nuls, j'aurais certainement mis ça sur la tête de Bia. Heureusement qu'ils n'ont pas été nuls, ils ont bien fait leur job. Alors pour revenir à Béatitude lui-même, tel que ça a été écrit, ça m'a beaucoup plu, parce que le plus important c'est l'image. Le plus important dans l'écriture, comme il l'a fait, c'est de la dérision. C'est avoir cette capacité, ce pouvoir justement de déplacer le lecteur et l'emmener sur une scène où il pense lui-même vivre ce qui est écrit. S'il a réussi cela, c'est bien. Et si je voudrais me mettre dans la peau d'un critique, je dirais que le texte il est réussi. Il est réussi. Et pour finir, je pense que ça a été bien exploité aussi le côté à la fois philosophe et philosophique qu'il met dans le texte. Et je continue de dire que la difficulté avec ce genre de texte, c'est que les lire isolément peut poser problème, contrairement aux gens que moi je fais. Alors si dans la lecture, on a retrouvé cela, et que dans la représentation, on a aussi retrouvé, je crois que je suis obligé d'applaudir. Finalement, quand on applaudit, moi, en lisant la pièce, je me suis retrouvé un peu dans une saison au Congo d'Aimé Césaire, la pièce écrite sur justement Patrice Lumumba, où on avait ces chaos. Je ne sais pas si vous avez ressenti la même chose, cette omniprésence du chaos dans le texte. Bien, alors omniprésence du chaos, pas tellement. Pas tellement, je pense que de mon point de vue, le chaos est présenté, mais après, il n'est pas aussi chaotique que ça, parce que l'auteur réussit quand même à embellir les angles de ce qu'il nous présente. Le côté, j'ai envie de dire, humoristique de la folie à moitié vide ou à moitié pleine justement de celui qui intervient, fait oublier un peu toute la tristesse, parce qu'un chaos forcément devrait conduire à cette tristesse-là. Ça réussit à faire oublier. Alors, ce que j'ai pas beaucoup aimé, c'est justement que de réussir à oublier ce chaos-là. On l'évoque, mais très facilement on l'oublie. Je pense que dans ce que Béatitude a écrit, c'est certainement ce qui m'a pas beaucoup plu, mais ce qui m'a plu en revanche, c'est la possibilité de faire oublier ce chaos. Ça a été magnifique. Merci beaucoup. La même question, Béatitude, par rapport au texte écrit et lu, présenté ici. Je pense que le travail de l'écrivain, c'est un constructeur de mémoire. J'ai toujours donné l'exemple d'un événement qui a eu lieu, je crois, l'année passée, l'incendie de Notre-Dame, qui a ému la France entière, mais un peu le monde aussi. Mais je crois qu'en réalité, ce qui a ému le monde et la France, c'est pas seulement le bâtiment. Je pense que dans un coin de la tête, ce qui a ému le monde, c'est la représentation qu'a réussi à donner Victor Hugo de ce Notre-Dame-là. Et donc les écrivains ont un travail de mémoire, de construction de mémoire. Ils ont un travail énorme à faire dans la construction du récit national. On en parle tout le temps, on s'en plaint justement qu'on soit un peu orphelin de ce récit qui doit être construit. Alors notre culture, notre art tourne essentiellement autour de la musique, qui a une très grande force, qui est une force, la force d'atteindre les âmes un peu plus directement, presque sans passer par l'internet. C'est direct, ça peut créer, la musique peut créer de l'émotion directement sans que le cerveau s'en mêle. Alors la littérature est un peu plus exigeante.
Et justement, c'est pourquoi c'est important de redonner à la littérature sa place. Et lorsque, dans le travail qu'a fait Pat le gourou, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a ces jalons qui sont placés dans la construction de notre mémoire. C'est un condensé d'histoire en fait. Mais bien sûr, c'est une histoire réécrite. Mais c'est justement ça le travail de l'écrivain, de réécrire l'histoire. On a réécrit la manière dont c'est Colcini, je crois, avec Obélix et Astérix, a reconfiguré l'histoire, la confrontation franco, on va dire gallo-romaine, en donnant le beau rôle à la France, par exemple. Ces exemples-là de reconstruction de l'histoire, et c'est le travail de l'écrivain. Et ce sont des œuvres comme celle-ci qui peuvent justement nous permettre de réécrire notre histoire et d'avoir un jalon. Je crois que c'est un livre qui donnera la pleine mesure de son importance dans 10 ans ou dans 15 ans, lorsque nous allons, à l'occasion des lectures, retomber sur un texte et se souvenir du détail. Donc ça a même une valeur pédagogique extraordinaire. Merci. Par rapport justement à l'actualité, nous qui sommes dans l'actualité au quotidien, le matin, tu as une actualité qui chasse à une autre actualité, et la force justement de ces textes, c'est de pouvoir justement que ça nous choque, ça reste, et ça nous permet justement de rêver ou parfois de nous insulter et de rire de nos faiblesses, de rire également de tout ce que nous vivons comme folie, pour reprendre justement le thème qui revient souvent d'ailleurs dans les deux textes. Donc la parole est toujours dans le public. Ok, vous vous rapprochez s'il vous plaît, vous vous présentez. Le micro il est ici, je crois. Vous présentez. Ok, merci, bonsoir tout le monde. Alfred Ibondi. Il y a quelque chose qui a un peu choqué mon cerveau. J'aimerais commencer par là. Il y a, moi je pense, parce que je me revendique quand même être nietzschéen, que être philosophe c'est aussi s'identifier à un courant. Et c'est pourquoi, parlant de la musique, Nietzsche le qualifiait les musiciens de travailleurs. Donc le littérateur, l'écrivain, c'est un intellectuel, au sens de Nietzsche. Donc nous faisons le noble art et nous devons nous en sentir fiers parce que ce n'est pas accessible à tout le monde. J'ai d'abord et avant tout quelque chose à faire remarquer. C'est qu'on a, par rapport à la critique de Pat, ce qu'il faut noter, c'est que la poésie, c'est quelque chose qui se lit dans la puissance de l'instant et du moment, donc de l'ici et maintenant. Ce n'est pas la même chose avec du théâtre, avec du roman. C'est quelque chose qui devrait emporter. C'est un catharsis qui naît avec la durée. Donc il y a une notion de l'instant dans la poésie, une notion de durée dans les théâtres et les styles romanesques. Okay. Mais j'ai une question pour Dia. C'est que Baté Kimboka, une œuvre, je dirais, incrépative, quelque peu communatoire, au sens où c'est une gronde à l'endroit de gouvernants, mais aussi une reconnaissance de la population qui vit de tout l'État, mais pas seulement. La question, est-ce que Beatitude Tata Longhi pense que c'est une œuvre finie? Merci. Surtout dans l'interstice de la liaison, j'ai pas j'ai lu dans ce sujet. La liaison entre la finalité, donc dernière scène et l'avant-dernière scène. Merci. Ok. Merci. On va prendre directement la deuxième, oui, l'autre question et puis on va passer. On retient la question, est-ce que vous considérez votre œuvre comme finie? Merci pour la parole. C'est Henri. S'il vous plaît. C'est Henri Perrin, journaliste et écrivain. J'aimerais dire
merci à ces auteurs qui sont devant nous pour la passion qu'ils ont du livre. Peut-être c'est pour la deuxième fois que je les vois. La première fois, c'était à l'occasion de la présentation du livre de Anjka Somwadi et Ali Fassé, là où j'ai fini. Après vous, Hassan Ligodi, et Pat Libourou, c'est pour la première fois que je le vois, et il a l'air beaucoup plus sérieux. Alors que j'ai toujours l'habitude de lire ces textes qu'il a toujours posté dans les groupes WhatsApp de AGECO. La question? Je vous en félicite donc. Alors ma question, quelle place laissez-vous à l'imagination dans vos écrits? D'autant plus que ce que j'ai remarqué, vos textes sont après beaucoup de réalité de l'actualité que nous vivons tous les jours. J'ai pu vous rappeler, votre texte postérieur, c'était relatif à la libération de Mokuna, et le texte posté, je crois, le 24, c'était relatif à la maladie qui a frappé Afrique. Tu veux le texte? Merci beaucoup. On prend les deux. Henri Perrin, il y a quelqu'un qui avait posé la question. Merci Henri, merci beaucoup, merci infiniment. On va commencer par Béatitude. Vous considérez votre œuvre comme finie? Non. Forcément, c'est une tranche, enfin un roman, une œuvre littéraire, c'est une tranche de vie. C'est un peu comme si on entrait dans l'intimité des personnes, dans la vie des personnes, et à un moment donné, on quitte leur intimité. Ce serait facile de tout résumer, de tout finir, mais justement parce que c'est facile, ce ne serait pas intéressant. Et je crois que comme dans la vie, quand on va visiter une famille amie, on partage leur quotidien, et à un moment donné, il faut partir. Et je sais, en tant qu'écrivain, c'est souvent une déchirure au moment de finir, de s'arrêter. Quelquefois, on ne résiste pas à la tension, à la tentation de vouloir mettre un final en beauté, comme ça on les laisse tranquilles et heureux. Mais je crois que quand on résiste à cette tentation, c'est encore mieux de laisser un peu de doute. Parce que dans la vie, justement, il y a toujours un peu de doute sur le lendemain. Même la mort n'est pas une fin, parce que la mort pose toujours la question de l'héritage, du legs. Voilà, donc il y a toujours un doute. Même le jour où on s'en va, on se demande qu'est-ce qu'on va laisser, qu'est-ce qui va rester. Donc, moi, ça ne me dérange pas que ce ne soit pas fini. Au contraire, s'il y a cette impression, je crois quelque part j'ai réussi quelque chose que je voulais effectivement transmettre. Et bien, votre épilogue, c'est un peu aussi comme dans l'histoire du Congo. Quand on pense que c'est fini, en fait, c'est jamais fini. C'est l'histoire du Congo, mais c'est l'histoire de la vie, du monde. Voilà, on a vu les révolutions, les printemps arabes, il y a eu plusieurs épisodes, n'est-ce pas? L'Égypte, on a fait tomber Moubarak, et puis il y a le frère musulman dont j'ai oublié le nom qui a pris le pouvoir. Et puis après, Al-Sisi qui est un Moubarak, New Look est revenu. On peut dire la même chose de l'Algérie, on peut dire la même chose en remontant plus loin de la Révolution française, n'est-ce pas? Il y a eu, la Bastille est tombée, mais après il y a eu Napoléon qui a été peut-être plus totalitaire que les rois. Donc on peut même remonter plus loin jusqu'à Rome, n'est-ce pas? On a tué César parce qu'il voulait devenir dictateur à vie, et en tuant César, en fait, on a créé Auguste. Voilà, ça finit jamais. C'est jamais fini, c'est un malaise infini. Merci, merci beaucoup. Alors, Pat Le Gourou, la grande difficulté, justement, si on prend l'exemple qui a été donné, la difficulté de sortir de l'actualité pour en faire une œuvre littéraire qui reste dans les temps. La place de l'imagination, la place de l'irréel dans votre texte. Alors merci. Dans la mesure où monsieur a évoqué un texte que j'ai posté hier ou avant-hier, avec votre permission, c'est un petit texte. Alors je vais le lire, peut-être que j'aurai plus besoin de répondre parce que la différence justement, parce que c'est Actu Poésie,
il faut qu'il y ait de l'actualité, il faut qu'il y ait de la poésie, ce qui signifie qu'il faut qu'il y ait de l'imagination. La différence entre moi et le journaliste, c'est qu'il n'a pas besoin de mettre de l'imagination, il reste dans les faits tels qu'ils se présentent. Alors voilà, je vais le lire. Le titre c'est ainsi. Mukuna sort Kamere reste. C'est la justice, c'est ainsi. Chibola, elle, le déteste. Ah, c'est la vie et c'est ainsi. La liétière devient ennemie, la politique, c'est ainsi. Vital et Jamal ont menti pour leur défense, c'est ainsi. Mais l'argent a été volé dans le jugement, c'est ainsi. Et le pasteur n'a pas violé pour le tribunal, c'est ainsi. Nous avons vu sa nudité, c'est Internet, c'est ainsi. Tout est dans la rapidité, les réseaux sociaux, c'est ainsi. Le pasteur était fatigué, oui, les va-et-vient, c'est ainsi. Mamie filmait sans paniquer, et quand on piège, c'est ainsi. Elle était aussi toute nue, le sacrifice, c'est ainsi. Paraît-il si saugrenu, il le fallait, et c'est ainsi. De la prison Mukuna part, c'est le verdict, et c'est ainsi. Est-ce pour lui nouveau départ? Je n'en sais rien, et c'est ainsi. Alors, si je lis ce genre de texte, je fais passer l'info que Mukuna est sorti, je n'ai plus besoin de répondre à la question de la part d'imagination, parce que je pense que tout ce qui a été dit pour emballer le lecteur et pour emballer le texte, ce n'est que de l'imagination que certains pourront qualifier de fiction. Donc j'ai une grande part d'imagination dans ce que j'écris pour que je sois dans l'équilibre actu, poésie. Et même dans l'écriture, au-delà de l'imagination, dans l'écriture, vous avez également un rapport assez, on va dire, très fort avec la rigueur, dans votre façon d'écrire, dans le choix de vos vers, dans les choix, et vous calculez, vous comptez tout. En effet, moi, certains ont même dit que j'étais dans une forme de poésie décadente, je crois que c'est le mot qui a été utilisé. Moi, je suis ce qui se nomme le gardien du temple. Je fais ce que j'appelle de la poésie classique, ou du moins une poésie qui contient un élan classique. J'ai une rime obligatoire et j'ai un comptage des pieds. Parce que si je prends l'exemple, si je dis Mukuna sort Kamere reste, c'est la justice, c'est ainsi. Chibola, elle, le déteste. Ah, c'est la vie et c'est ainsi. Rien que dans cette strophe-là, si l'on compte, on dira Mukuna sort Kamere reste, ça fait 8. Vous prendrez tous mes vers, vous ne trouverez que 8 syllabes, du début à la fin. Donc je suis ce genre de poète-là qui est resté justement très loin, très loin dans les passés, festoyant quelque peu avec les Corneille, Molière et Lamartine, pour ne citer que ceux-là. Je ne suis pas venu dans le libre ou le moderne, mais je me dis que le plus important, c'est de faire beau, essentiellement. Merci beaucoup. J'espère que vous êtes satisfait par rapport à votre question. On va prendre 3 autres questions et on va s'arrêter là par rapport à l'heure également. Et donc, le micro est par ici. Bonjour. Bonjour madame. C'est Fanny Mbadou. Je suis très contente d'être parmi vous. Ce sont les deux auteurs d'aujourd'hui, les anciens camarades ont assez longtemps perdu de vue. Pour l'un, Tatan Lombi, j'ignorais complètement qu'il écrivait. Je ne suis pas très fréquente dans les cafés littéraires. Une fois, je crois, j'ai eu à le voir, mais je ne savais vraiment pas du tout qu'il écrivait. Félicitations. Pat Le Bourou, j'étais encore un peu plus proche de lui. J'ai eu l'occasion de lire ses premières esquisses lorsqu'on était encore étudiant. On en a même bénéficié pour se rentrer auprès de certaines personnes. Je vais impressionner personnalisant ces textes, je rappelle. Je suis fière aujourd'hui, il a évolué. Félicitations aussi. Merci.
Alors, aux deux, que ma question s'adresse peut-être à un vœu, pieux, ils me le diront, ou peut-être que cela a déjà été fait, je l'ai dit, je rappelle, on s'est perdu de vue longtemps. Sont-ils prêts les deux à changer de registre, quitter un peu la littérature classique, la poésie, tout ça, pour écrire dans le domaine juridique? Sont-ils prêts les deux à changer un tout petit peu de registre? Merci. Donc, quitter la littérature pour... Pas changer totalement. Mais prendre comme thème... Choisir une fois comme thème texte juridique ou carrément écrire des ouvrages dans le domaine du droit, qui est aussi seconde lecture. Surtout pour celui qui se réclame incarner les lettres, il peut aller en biologie. Merci. Ce sont les... Merci. Merci, merci beaucoup. Et puis, juste à côté de vous, ok, vous vous présentez, s'il vous plaît. Bonsoir. Bonsoir. Moi, c'est Stani Modujik Matombi. Oui, la question, je la pose à Tata Lombi, Biatuki. Le titre est Bate Kimboka. Lorsqu'on voit le titre de l'ouvrage, Bate Kimboka, et la couverture qui est juste, et la couverture, le portrait, le dessin qu'il y a à la couverture, j'aimerais savoir, c'est quoi le rapport entre le titre et le portrait qu'il a choisi sur la couverture? Merci beaucoup. Merci beaucoup. À votre droite, j'ai vu derrière vous. Merci pour le prendre de la parole. Bonsoir. Bonsoir. Je suis Jonathan Gouli. En fait, avant de commencer, j'aimerais m'incliner face à ces deux auteurs qui ont écrit ces deux belles œuvres. Et il est communément approuvé qu'un écrivain trempe souvent sa plume dans l'encre de son vécu pour écrire. Alors j'aimerais demander à Tata Lombi, la folie qui est invoquée dans le Bate Kimboka, c'est une folie qu'il a personnellement vécue ou c'est juste le fruit de l'imaginaire? Merci. Merci beaucoup. On prend la dernière puisqu'on ne va plus remettre le micro dans le public. Et donc voilà, donc on va s'en... Ok, c'est bon. Qui prend? Qui se jette à l'eau? Il y a une main là-bas. Ok, ok. Avancez s'il vous plaît. Bonsoir. C'est Ben Kamanda. C'est Ben Kamanda, artiste pluraliste. J'aimerais féliciter d'abord les auteurs par rapport à la profondeur de leurs œuvres. Et pour la question, j'aimerais juste s'ils peuvent nous aider avec une idée générale, si on peut retenir quelque chose de l'œuvre de Tata Lombi, ça serait quoi? Et si on devait retenir quelque chose de l'actu poésie de Pat, ça serait quoi? Merci beaucoup. Donc on commence par Pat le gourou. Vous prenez toutes vos questions. Tu commences tout le temps par moi. Vous êtes à ma droite. Vous prenez vos questions, toutes vos questions, et ensuite on va aller... On m'entend là? Très bien, très bien. Oui, alors je vais commencer par la dernière. Hein. Il est très difficile d'avoir une idée générale lorsque on a un livre à contenu éparpillé, mais qu'à cela ne tienne, parce que ce n'est pas un seul texte. L'idée ici, au-delà de ce qui est écrit, c'est justement la capacité qu'on a à écrire au quotidien, mais dans le respect d'une certaine structure. Ce respect-là sera une forme de liberté justement qu'on se donne. Par rapport à Actu Poésie, c'est la rigueur, notamment dans, comme je dis tout à l'heure, dans l'élan classique de la poésie avec le comptage des vers et des rimes. Alors ce qu'on peut vraiment retenir, c'est que la rime ne peut pas bloquer une inspiration comme je l'entends souvent. C'est vrai qu'il ne faut pas rimer pour le plaisir de le faire, mais lorsque ça devient un devoir, une tâche, une obligation, ça signifie qu'en ce moment-là, la recherche de la rime, parce que la rime, il faut la rechercher.
Pour certains, c'est devenu péjoratif le fait de dire c'était pour rechercher la rime. La rime, il faut la rechercher, mais en demeurant justement dans le contexte de son écrit. Donc ça doit être ça, la capacité d'écrire au quotidien, mais dans le respect d'un certain caractère. Alors, pour répondre à Madame Mbadou, est-ce qu'on peut écrire dans le domaine du droit? On le fait. On le fait. Je pense que personnellement, mon tout dernier article en droit, ça doit être les principes généraux de droit tels qu'appliqués par le juge dans le domaine OADA. Ça a été publié chez Doc and Juris. Les détails, je pourrais donner après, mais avant ça, il y a eu d'autres articles en droit qu'on a rédigés. Donc, si c'est cela, je pense que ça a été déjà fait. Je ne sais pas s'il y a une autre question que j'ai oubliée. Je crois que c'est bon. Je crois que c'est bon. C'était ça. Ouais. Donc, voilà. Merci beaucoup. On termine avec vos questions. Est-ce que ce qu'il faut retenir, je pense que ce serait bien si chacun retenait des choses différentes, parce que il y a des choses différentes. C'est une tranche de vie. J'ai donné tout à l'heure l'exemple de quelqu'un qui va dans une famille, passer une journée avec cette famille. Si c'est une autre famille, enfin c'est une famille qui y va, l'enfant va peut-être retenir les moments passés à jouer avec son ami, les parents, leurs discussions. Donc chacun dans un livre, il retient ce qu'il veut, ce qu'il peut, ce qui lui parle. Il y a des choses que j'ai écrites peut-être sans trop m'en rendre compte, mais j'ai reçu une fois un appel. Après, c'est des choses que je voyais parfois à la télé, un artiste vous dire il y a tel retour qui m'a ému, c'est pour ça que je fais ce métier. Je trouvais qu'il se la pétait un peu. C'était un peu. C'était la grosse tête, quoi. Mais je me suis rendu compte que c'est vrai, parce qu'une fois j'ai reçu un appel d'une qui est par ailleurs avocate, une mère de famille et tout ça, mais qui, en me parlant du rapport entre le père et la fille, la manière dont ça l'a touché, s'est mis à pleurer. Ce jour-là, j'ai été très ému, j'ai été effrayé même, parce que je me dis, en l'écrivant, ce passage du rapport entre le père et la fille, c'était vraiment pas mon sujet principal. Voilà, c'est quelque chose sur lequel je suis passé sans m'en rendre compte. Je me dis, mais attention, j'ai l'impression qu'il faut que je fasse attention à chaque phrase que j'écris. Elle m'a dit textuellement, oui, comme ton personnage, mon père, il se cache derrière une forme de folie pour fuir ses responsabilités. C'était très très effrayant. Donc avoir la prétention de dicter ce que les lecteurs doivent retenir de mon ouvrage, ce n'est ni utile, ni même très, j'ai envie de dire très bénéfique pour moi. J'ai vraiment envie d'avoir cette richesse des retours, que certaines personnes fassent attention à de petits bouts de quelque chose que j'ai sémé sans peut-être m'en rendre compte. J'ai discuté un jour avec un auteur qui me disait que dans un des romans qu'il avait écrit et parmi les personnages, il y avait un personnage qui lui faisait mal. Est-ce que vous, quand vous avez écrit votre pièce de théâtre, est-ce qu'il y a de passages, est-ce qu'il y a un personnage qui vous a aussi marqué, choqué par rapport à son histoire? Évidemment qu'on est dans le domaine de la fiction, mais votre fiction, elle est vraiment dans notre vécu. Oui, j'ai une anecdote au sujet de l'écriture du livre. Quand j'écrivais ce livre, j'avais l'habitude de lire à haute voix. Et je sais qu'en général, ça embête les autres membres de la famille, mon épouse en l'espèce. Voilà, parfois elle s'enfuit, elle va dans un coin. Mais une fois, j'étais en train de lire le passage du fou qui a, on va un peu spoiler, qui a perdu sa fille. Et c'était drôle parce que elle qui était allée tout au fond, j'ai vu qu'elle avait versé une larme.
Et le plus choquant, si on veut, c'est ma fille qui à l'époque avait, je crois, un peu moins de 2 ans, qui lisait, je ne sais pas si c'était le timbre de ma voix, s'il y avait une tension, un drame qui se jouait dans sa tête, elle s'est mise à pleurer. Elle s'est mise à pleurer, elle était triste. Bon, après, j'ai quand même découvert qu'elle a une sensibilité particulière parce qu'elle pleure quand il y a des chansons tristes. Mais voilà, c'est pas tellement l'histoire, mais cet épisode fait que ce petit passage-là, il est chargé d'émotions pour moi parce que souvent je n'ai pas... L'écrivain, contrairement aux musiciens qui chantent et voient les gens au concert, nous quand on écrit, c'est un acte solitaire, presque, mais ensuite le lecteur lui aussi c'est un acte solitaire. Et donc on n'a pas toujours ce rapport-là, sauf peut-être avec le théâtre. Mais là, c'était une occasion où j'ai vu ce que les mots pouvaient faire. J'ai parlé de l'autre cas, mais c'est aussi un autre cas parce que ça, c'est des gens qui sont proches. J'ai vu ce que des mots pouvaient faire. Et je crois que ça rend beaucoup plus responsable dans ce travail. Ce qui, au début, est peut-être un hobby, j'écris parce que j'aime bien. Mais après, ça devient une responsabilité. On sent que des mots ont un poids, que des mots peuvent faire quelque chose. On vous sait également très porté vers tout ce qui concerne la question culturelle. On a les concerts démos, on a vos autres écrits. La question de madame, est-ce que votre appétit pour la chose juridique est parti? Mais non, pas du tout. C'est extrêmement épuisant d'être plusieurs personnes dans un seul corps. Mais je crois que j'aime beaucoup cette fatigue que j'ai le soir lorsque j'ai été dans la même journée avocat, chercheur en droit, parce que je le suis, écrivain, un peu saltimbanque, musicien, si on veut. Voilà, j'aime tout ça, j'aime tout ça et je me sens accompli pleinement dans tout ça. Déjà, il ne faut pas oublier, déjà, le travail d'avocat, c'est un travail très dynamique, c'est presque un travail physique. À la fin, on est physiquement fatigué, parce que je bouge un peu moins. Maintenant, j'ai 15 ans de métier, j'ai quelques relais sur lesquels je peux m'appuyer. Mais ça reste un travail très physique. Et donc, je suis un peu préparé à ça. Je n'ai pas du tout abandonné le droit. Je suis directeur d'un centre de recherche qui produit une revue qui a été une revue en papier, donc les juristes, dont a parlé Pat Le Gourou. Donc, j'écris moi-même et puis surtout, je dirige la revue qui est passée au numérique parce que c'est le temps du numérique maintenant. La revue électronique, elle s'appelle doc-et-juriste.com. Donc ceux qui veulent voir ce que j'ai écrit en tant que juriste peuvent y aller. Mais ce qui est intéressant, c'est que moi j'ai commencé à écrire comme juriste. Dès que j'ai fini, j'ai écrit, j'étais membre de j'étais membre du comité de rédaction de la revue du barreau, à l'époque à Gomé, la première génération. Et donc là, j'avais déjà publié plusieurs articles. Et d'ailleurs, quand j'écrivais, je me souviens, parfois on me disait, mais tu écris tellement bien. Enfin, pardon, je me vante un peu. Ce qui n'est pas faux. Mais j'écrivais le droit, on me disait, ouais, mais c'est bien, c'est pas seulement juridique, au fait. Je crois que ça contribue à me réveiller. J'ai publié comme juriste, j'ai dit que j'ai commencé à écrire très jeune de la littérature, mais j'ai publié comme juriste avant de publier comme écrivain. La dernière question, je crois qu'on parlait de la folie. J'avais dit tout à l'heure que la folie, c'est quelque chose qui nous habite. Parfois, je suis pris moi-même de vertige de folie. J'ai l'impression... Je crois que si j'étais pas moi, je considérais que je suis fou. Alors, pour me consoler, je me dis que c'est plus ou moins le cas pour tout le monde. Je crois que Et donc, je fais plus attention maintenant à la folie de chacun. Je suis sûr que tout le monde est un peu fou. Un peu fou, voilà. Patient, par exemple, toi, tu es journaliste, mais tu n'aimes pas être mis en avant. Je crois que c'est une forme de folie. Tu devrais t'asseoir sur un canapé. Merci beaucoup. On va terminer. C'est fini. Merci beaucoup. Mais l'autre question, c'est de savoir, puisque finalement, vous deux, garde ça, j'en aurais besoin. Finalement, vous êtes comme non seulement juriste, mais vous avez plusieurs, comme on dit, cordes à
Arc, et vous avez déjà écrit précédemment, et vous n'êtes pas que dans l'actualité, et donc vous préparez un autre texte qui sera loin de ce que nous sommes en train de consommer aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez juste, avant de terminer cette partie, juste nous briefer qu'est-ce que peut être vos prochains projets? Tu commences encore par moi. Exactement. Je termine par... On peut faire exception, on commence par bien. Non, non, vas-y, on termine. Bon, il y a certainement dans un futur très proche, il y a d'autres publications qui viennent. Il y en a une en droit et 3 dans le domaine de la littérature. Ça va venir très bientôt. Et dans la mesure où je suis moi celui qu'on appelle le gardien du temple, lorsqu'on parle du classique, ce qui va venir dans les jours qui suivent est un théâtre classique à la lumière du Cid qui a été publié en 1626, parce que je suis de ces années-là avant. Donc, et quand on dit théâtre classique, c'est vraiment théâtre classique avec des poèmes, et essentiellement des poèmes sur scène. Et quand moi je dis poème, ça signifie comptage des vers obligatoires et rimes strictement obligatoires. C'est en cela que je ne prendrai que du classique, et ce sera le genre classique avec, dans l'esprit de celui qui lit, des rideaux qui montent et qui l'on baisse. Ce sera cela, un peu pour donner une réponse à ceux-là qui nous titillent un peu, pensant que on ne peut faire de la poésie ou des poèmes que dans le recueil avec des textes isolés et séparés, mais on n'aura pas sur scène une poésie, mais sur scène des poèmes. Ça veut dire que ta carrière en tant que, on va dire, littéraire ne fait que commencer. Pour prendre un peu la question de madame qui se disait, bah, finalement, vous êtes juriste, mais vous écrivez, mais à un moment donné, est-ce que votre, on va dire, votre travail, votre métier de juriste va prendre les pas sur votre carrière littéraire, ou vous allez finalement, comme vous nous le dites là, continuer sur cette voie-là? Personnellement, je pense qu'il n'y a même pas de comparaison à faire. Nous, on a l'avantage, quand j'ai dit nous, je me permets de parler à la place de Béatitude aussi. L'avantage qu'on a, c'est que les lettres, on les manie tous les jours. Et je pense jusque-là qu'on les manie bien. Merci beaucoup. Et je vais terminer avec vous, Hervé Béatitude. Prochain projet? Vous nous avez déjà fait plaisir sur cette scène même avec le concert de mots, peut-être un autre? Oui, bien sûr, il y aura d'autres concerts de mots, je l'espère. Mais le concert des mots, c'est vraiment quelque chose que je voudrais j'ai envie de dire quelque chose de collectif, même si ça commençait plutôt individuel, mais au fil des éditions, c'est devenu beaucoup plus collectif. Donc peut-être que sur la scène, je prendrai de plus en plus de recul, mais le concert des mots va continuer. Il y aura probablement avant la fin de l'année une autre édition. Peut-être sans public encore une fois, parce qu'on a bien aimé le live aussi, c'est des sensations différentes. Mais on va retrouver un public probablement en début de l'année. On voudrait quelque chose qui soit encore plus grand que ce qui a déjà été fait. Pour les projets personnels, bien sûr, j'ai des morceaux d'écriture autour de moi. Peut-être ça donnera quelque chose, des morceaux de romans. J'ai pris goût au théâtre, donc j'ai des morceaux de théâtre. Par contre, la publication d'un recueil de poésie, je vais laisser ça peut-être pour plus tard. Voilà, j'ai envie vraiment d'expérimenter le roman et le théâtre à fond. Et voilà, j'ai plusieurs... C'est difficile parce qu'on ne sait jamais ce qu'un projet va donner, mais j'ai beaucoup de projets et puis je laisse les choses
se faire et se construire lentement. Merci beaucoup et ça sera la fin de ce programme. Tata Longue Béatitude, Bate Kimboka, c'est vendu ici, juste à côté, à l'entrée, 8000 francs, c'est même pas $5. Et puis nous avons aussi mon précédent recueil, enfin mon recueil de poésie est vendu aussi là, c'est un peu plus cher, c'est $15. $15. Voilà. Merci beaucoup. Et nous avons également Actu Poésie, l'info dans la rime, aux éditions de la Montagne, $10, rien que ça, juste à l'entrée. Vous allez lâcher vos $10 et nous serons très heureux de les recueillir. Merci infiniment à tout le monde, merci à Wart pour l'espace, merci à GECO pour l'organisation, merci également au collectif Envie d'écrire, merci également au Calme, Calme Nabisso, merci à vous qui avez accepté de venir aujourd'hui, ce soir, merci pour votre présence, merci aux questions, merci à l'équipe technique. Je vais lire ces 4 lignes que j'ai beaucoup aimées par rapport à ce que nous vivons dans ce pays également. C'est dans la pièce de Tata Longi. Il parle de nos rêves, en fait. Ce sont des poules, elles ne savent pas voler, des poules mouillées, mes rêves d'ici, des poules mouillées qui se contentent des cafards. Mais nous, toujours dans le même texte, il dit, et je suis très très heureux de le dire, mais nous, on va avoir le courage de nos rêves. Nous allons continuer à aimer ce pays et à aimer la littérature et à aimer l'art. Je vous dis un grand merci. À la prochaine. Bien. Et Silite. C'est la 3e fois que tu souris, hein? 4e. La 4e. Ah, tu as compté? Merci. Bah de rien, mon cher. Depuis la remarque de Al, j'ai tout ça, c'était pour filmer, tout ça. Non, 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 mais c'est le gourou. Non, mais il faut qu'il assume. Dans le personnage. Ah bah oui, bah oui. Où va le Congo? Non, qu'il n'est pas. Bon, on va sinon, non, qu'il non. Depuis qu'on est gamin, ce demain que nous... Je suis toute petite, j'entends nos aînés dire que des beaux jours nous attendent dans l'avenir. Ils parlent du futur comme d'une terre lointaine, où le bonheur est facile à saisir. J'ai plus de 20 ans, et j'ai vu le monde s'assombrir. Kongo ya mzala, Kongo saelika nyonso na motema. Kongo basusu bamona kalola, mpona bayimboka ekoma belife. Toyebaka kaka nzambe akosala. Tokoma bakristo na bakristo. Yo tokomonisa yango. Soki topesani po elongo totomona. Hier la foule a crié, hier la foule a crié, Yévela, hier la foule a crié, Tomlimbi, hier la foule a crié, Papa Nobaki. Ah, je dois acheter ça? Crier ne suffit plus. Ok, alors je vais acheter.
Ben, je raccompagne une copine que j'avais appelée. De quoi sera fait demain? Ce demain qui a tenu le rêve depuis qu'on est gamin. Ce demain que l'on combattre était glorieux, pourtant incertain. Ce demain qui dépend de l'effort conjoint de nos mains. Ce demain présent, ce demain patient. Faut-il vraiment attendre demain? La signature. Moi, je suis là, c'est la prochaine. Félicitations. Aujourd'hui, prenons notre destin en main. Unis par le sort, unis dans l'effort, pour un Congo fort et prospère, bâtissons ce beau pays. Donc naturellement, on fait ça. Et puis mon temps fait ici donc. Déjà parti. Lyrico. Ouais. Tu parles d'accord, on est sorti du Yokuga qui est très joli, mais on essaie de voir de manière de. Après, bon, bonheur, tu passe, on revit quelques têtes qu'on a encore vues. Portez-vous bien, check.